Aujourd'hui, nous retournons sur la Lune. Je sais ce que vous pensez, nous y sommes déjà allés, c'est du déjà vu. Mais cette fois, au lieu d'une minuscule boîte de conserve, nous envoyons un immense gratte-ciel en acier inoxydable. Bien sûr, il y a un énorme éléphant dans la pièce, de la taille d'un réservoir d'oxygène liquide, le système de ravitaillement. Les gens regardent l'échelle gigantesque de Starship et se demandent comment nous allons remplir ces réservoirs pour un voyage dans l'espace lointain. Mais grâce à quelques ajustements ingénieux du profil de mission, même les sceptiques de la NASA admettent que SpaceX pourrait réellement réussir cet exploit. Comment résolvent-ils ce casse-tête de station-service galactique et pourquoi cela vaut-il autant la peine? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Comme vous le savez probablement déjà, le programme Artemis a traversé une sorte de crise de la quarantaine cette année. Le calendrier a changé, les tâches ont été redistribuées et tout le monde essaie de comprendre le nouveau plan de mission. Artemis 3 a été redéfini comme un effort de test d'amarrage en orbite, ce qui est essentiellement la manière de la NASA de dire qu'il faut s'assurer que la plomberie fonctionne avant d'envoyer des humains sur la surface poussiéreuse. À partir d'Artemis 4, les choses sérieuses commencent avec les véritables missions d'alunissage habitées au pôle sud lunaire. Starship est le véhicule désigné pour ces missions représentant SpaceX d'une manière qui ferait paraître une Falcon 9 comme une simple fusée de modélisme. Lorsque les plans ont changé et que la Lunar Gateway, cette élégante station spatiale censée orbiter autour de la Lune, a été repoussée ou annulée sous différentes formes, la NASA a pris une décision cruciale. Ils ont décidé d'effectuer les transferts d'équipage directement en orbite terrestre. Et en réalité, cette logique est plutôt solide. Il s'agit d'obtenir un soutien plus rapide, de réduire l'immense pression sur les systèmes SLS et Orion et d'offrir une route plus directe vers la surface lunaire. J'aime voir cela, ainsi si votre maison se trouve à la toute dernière station d'une longue ligne de train, vous préféreriez largement prendre l'express qui va directement à destination, plutôt qu'un train qui s'arrête dans chaque petit village pour acheter des snacks en chemin. Cependant, à mesure que les responsabilités de Starship augmentent, la pression sur le système de ravitaillement augmente elle aussi. Maintenant que l'étape Gateway est supprimée, Starship doit prendre en charge une bien plus grande partie du travail, y compris le voyage de retour après que l'équipage aura terminé sa mission de chasse aux roches sur la Lune. Selon les estimations actuelles de la NASA, le nombre de vols de ravitaillement nécessaires se situerait entre 10 et 20 lancements de tankers. Avant de commencer à hyperventiler à l'idée de 20 lancements de fusées, juste pour remplir un seul vaisseau, souvenez-vous que ces estimations sont basées sur la version actuelle du matériel. Nous allons parler des futures versions dans un instant, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans la version actuelle V3 de Starship, chaque vaisseau peut transporter environ 1600 tonnes de carburant. Le problème, c'est qu'une fois lancé et arrivé en orbite, la majeure partie de ce carburant a déjà disparu. Vous vous retrouvez essentiellement avec un réservoir presque vide et un très long chemin à parcourir. La version V3 devrait pouvoir transporter 100 tonnes de charge utile, tandis que la variante Tanker sera allégée et optimisée spécifiquement pour le transport de carburant. Cela signifie qu'elle pourrait emporter 1700 tonnes au décollage en utilisant 1600 tonnes simplement pour lutter contre la gravité et 100 tonnes à transférer réellement au vaisseau principal. Si ces chiffres sont exacts, il faudrait alors environ 16 vols de tanker pour remplir complètement un Starship HLS. C'est un nombre colossal. Cela exige un niveau de préparation du véhicule des pas de tir et de la logistique des carburants que nous n'avons jamais vu dans toute l'histoire de l'aérospatiale. Sans parler du fait que réaliser 16 manœuvres séparées d'amarrage et de désamarrage en orbite revient un peu à essayer de garer un semi-remorque 16 fois de suite sans rayer la peinture. Chacune de ces opérations représente un risque. Ensuite, il y a le problème de la conservation du carburant, empêcher cet oxygène liquide et ce méthane ultra refroidi de s'évaporer dans le vide spatial pendant l'attente du prochain tanker. Cela ressemble à un véritable cauchemar logistique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément là que le changement de trajectoire HLS, décidé par la NASA, entre en jeu. En déplaçant le transfert d'équipage de l'orbite lunaire vers l'orbite terrestre, ils ont débloqué une sorte de raccourci secret. Cette décision permet à Starship d'éviter une étape qui consomme une énorme quantité de delta V, plus précisément l'orbite Near Rectilinear Halo Orbit, ou NRHO. C'était l'orbite spécifique choisie par la NASA pour Gateway, mais il s'avère qu'elle consomme énormément de carburant.
Si l'on examine les comparaisons présentes dans les documents officiels de la NASA entrés sur cette orbite NRHO, exige que Starship brûle environ 45 tonnes de carburant, simplement pour compenser les 1050 mètres par seconde de delta F consommés. Maintenant, 45 tonnes peuvent sembler peu lorsque le vaisseau en transporte 1600, mais dans le monde de la mécanique orbitale, chaque kilogramme compte. Pour acheminer ces 45 tonnes de carburant jusqu'à une orbite lunaire, il ne suffit pas d'avoir 45 tonnes. Il faut une énorme quantité de carburant supplémentaire, simplement pour transporter le tanker qui transporte ce carburant. C'est un peu comme essayer de livrer un gallon d'essence à une voiture au milieu du désert, tout en devant conduire un camion extrêmement gourmand en carburant sur 500 miles pour y parvenir. Au moment où vous arrivez, vous avez déjà consommé la majeure partie de ce que vous transportiez. La NASA estime que transporter cette petite quantité de carburant jusqu'à la NRHO coûte en réalité environ 400 tonnes de carburant au total dans l'ensemble du système. En supprimant cette étape et en allant directement de l'orbite terrestre à l'orbite lunaire, basse SpaceX peut économiser entre 400 et 450 tonnes de carburant. Dans le monde des fusées, c'est une réduction énorme. Cela signifie qu'il pourrait potentiellement réduire le nombre de lancements de tankers de 4 ou 5 missions. Lorsque vous essayez de lancer toute une flotte de fusées, réduire la charge de travail de 25% peut faire la différence entre une mission cauchemardesque et une mission réussie. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que ces analyses proviennent directement des recherches de la NASA elle-même. Pendant des années, les critiques ont affirmé haut et fort que le ravitaillement dans l'espace était un rêve impossible qui finirait par faire échouer le programme Starship. Mais ces analyses objectives de la NASA confirment qu'il existe bel et bien une voie viable. En optimisant la trajectoire de vol et en supprimant l'intermédiaire inutile qu'est Gateway pour les premières missions, le système devient nettement plus réalisable. C'est particulièrement crucial durant ces premières phases où le rythme des lancements est encore en montée en puissance et où chaque pas de tir représente une ressource précieuse. Une fois que SpaceX aura surmonté ces obstacles logistiques, Starship pourra enfin cesser de se préoccuper de sa jauge de carburant et commencer à exploiter pleinement l'immense potentiel de sa conception. Avec le soutien de la NASA et ce processus simplifié, les niveaux de confiance à Starbase sont littéralement au plus haut. Bien sûr, je serais un très mauvais présentateur si je ne mentionnais pas les défis qui restent encore à relever. L'espace est un professeur extrêmement sévère et il ne distribue pas de médailles simplement pour les efforts fournis. Garantir la disponibilité du carburant en orbite va être une bataille permanente. Dans les conditions imprévisibles de l'espace, les choses ne restent pas simplement en place. Si vous ne contrôlez pas parfaitement la température, votre carburant peut geler et bloquer les conduites. Ou bien, il peut s'évaporer et s'échapper dans le vide spatial, vous laissant avec un réservoir vide et un appel très embarrassant au contrôle de mission. Ensuite, il y a le danger des débris spatiaux. Même un minuscule morceau de débris se déplaçant à très haute vitesse pourrait percer un dépôt de carburant, provoquant une fuite qui ruinerait toute la mission. SpaceX devra mettre en place des mesures de protection extrêmement sérieuses pour défendre ses stations-service orbitales. Et au bout du chemin, attend l'épreuve ultime de la mission, l'atterrissage sur la Lune. Une fois le ravitaillement effectué, après avoir traversé le vide spatial et atteint la Lune, il faut encore poser un véhicule d'au moins 50 mètres de haut. Pour mettre cela en perspective, c'est un peu comme essayer de poser un immeuble de 15 étages sur une surface rocheuse et irrégulière. Avec un diamètre de seulement 9 mètres, il existe un risque très réel que le vaisseau soit instable, voire qu'il bascule si le site d'atterrissage n'est pas parfaitement plat. Dans ces premières étapes, avant que nous ayons de gigantesques tours de capture ou des plateformes d'atterrissage sur la Lune, cela représente une préoccupation majeure. Il y a eu certaines théories assez folles sur des atterrissages horizontaux, mais pour ses premières missions habitées, la NASA reste fidèle au plan vertical. Le vaisseau devra redécoller pour ramener l'équipage à la maison. Il doit donc atterrir parfaitement. Cela signifie que le choix des sites d'atterrissage et la conception des jambes d'atterrissage vont devenir certains des sujets d'ingénierie les plus analysés de toute l'histoire humaine. Mais la manière exacte dont ils vont concevoir des jambes capables de soutenir un immense gratte-ciel en acier sur la poussière lunaire, cela sera une histoire pour un autre épisode. Nous sommes au bord d'une nouvelle ère, où les problèmes logistiques, qui semblaient autrefois impossibles, sont résolus un par un grâce à des calculs ingénieux et à une volonté d'ingénierie hors du commun. Le système de ravitaillement n'est plus un obstacle insurmontable, ce n'est désormais qu'une étape supplémentaire à franchir. Lorsque nous assisterons au premier transfert réussi de 200 tonnes d'ergols en orbite, nous comprendrons que la Lune n'est plus un rêve lointain, c'est une destination. Alors qu'en pensez-vous? Avec les nouvelles trajectoires de vol de la NASA et les tankers V4, le problème du ravitaillement est-il enfin résolu? Faites-le moi savoir en répondant oui ou non dans les commentaires.
Et pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous à la chaîne afin de continuer à suivre chaque rebondissement du voyage de SpaceX vers les étoiles.